Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, chers étudiants. Toujours dans la continuité du module contrôle de gestion, présenté par mon ami Abouzian Dabaji et moi-même, Mohamed Najari. Donc, je vais faire un petit rappel ce qu'on va voir au niveau de ce module. Mais d'abord, je vais m'intéresser à une petite introduction sur le contrôle de gestion et bien sûr sur les mots gestion et contrôle de gestion. Tout d'abord, au niveau de la gestion, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques d'organisation de ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une organisation afin d'obtenir une performance satisfaisante. Ces ressources peuvent être financières, humaines, matérielles ou autres. En résumé, donc toujours la gestion, c'est un processus. Qu'est-ce qu'on entend par processus? C'est un ensemble d'étapes. Quel est le processus de gestion? Soit au niveau opérationnel, soit au niveau à moyen terme, ça veut dire que tactique, soit au niveau à long terme, ça veut dire qu'au niveau stratégique. Toujours, on va trouver ce processus. Ça veut dire que le mot-clé de la gestion pour dire qu'on fait la gestion, c'est la décision. C'est qu'on décide. Et bien sûr, lorsqu'on décide, l'étape suivante, c'est l'action. Ça veut dire qu'on va concrétiser ce qu'on a décidé. Et bien, à la fin de l'action, donc, on aura un résultat. Et encore, il y a une étape qui est très importante, c'est avant la décision, pour prendre une décision, on a besoin des informations. Quelle est la place de contrôle ici? Ou bien ce qu'on appelle le contrôle de gestion. C'est toujours, donc, avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un contrôle de résultat. Et le contrôle se fait, soit on aura un bon résultat, ou bien un mauvais résultat. Ça veut dire que soit on aura une situation qui est favorable, soit une situation qui est défavorable. C'est le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de résultat. Qu'il soit bon résultat ou bien qu'il soit mauvais résultat, toujours on doit stimuler ou bien on doit faire un contrôle même au niveau du processus. Ça veut dire que on doit faire un contrôle au niveau des actions. Est-ce qu'on a pris des bonnes actions ou bien des mauvaises actions? Est-ce qu'on a pris des mauvaises décisions ou bien bonnes décisions? Est-ce qu'on avait des bonnes informations ou bien des mauvaises informations? C'est l'étape, donc, ce qu'on appelle le feedback. Donc, c'est l'étape de contrôle. Donc, c'est quoi le contrôle de gestion? Le contrôle de gestion, c'est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation. Donc, comme déjà vu au niveau du chapitre introductif de ce module, donc vous avez vu un triangle que je l'appelle le triangle de la performance. Ça veut dire que pour une entreprise ou bien pour une organisation qui soit performante, elle doit réaliser les trois éléments. Ça veut dire l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Donc, je vais expliquer davantage ces mots. Donc, je répète, pour être performant, tu dois vérifier l'efficacité, l'efficience et la pertinence. C'est quoi l'efficacité? C'est lorsque tu réalises les objectifs. Ça veut dire que les résultats égalent les objectifs, on dit qu'on est efficace. L'efficience, c'est lorsqu'on réalise des résultats avec le minimum des moyens. C'est en utilisation ou bien on optimise au niveau des moyens, donc ce qu'on appelle l'efficience. Mais lorsqu'on détermine des objectifs ou bien on fixe des objectifs et on fixe des moyens qui sont adéquats pour réaliser ces objectifs, on dit qu'on est pertinent. Et bien sûr, pour toute organisation qui cherche la performance, elle doit chercher l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Retournons vers le plan de cours qui sera présenté au niveau de ce module. Déjà, vous avez vu le chapitre 1 concernant les notions de base de la fonction de contrôle de gestion. Le chapitre 2, donc, vous avez vu la gestion budgétaire. Et avec moi, donc, vous aurez le chapitre 3, ça veut dire que les coûts préétablis et l'analyse des écarts. Et bien sûr, s'il reste plus de temps, on va aborder le 4e chapitre, ça concerne le tableau de bord. Pour notre chapitre qui est intitulé les coûts préétablis et l'analyse des écarts, pourquoi la question des coûts? Donc tout simplement, lorsque l'entreprise cherche un objectif à long terme, c'est la réalisation du profit. Donc, lorsqu'une entreprise, donc c'est la vocation d'être une organisation bien pour une entreprise, c'est de réaliser un bénéfice. On sait bien que les bénéfices, ce sont les résultats. Et les résultats est égal produit moins les charges. Bien sûr, au niveau des produits, le principal produit, c'est le chiffre d'affaires ou bien les ventes. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix de vente. Bien sûr, pour l'entreprise, parfois c'est difficile de
de maîtriser ou bien de manipuler la question de la quantité vendue et de prix de vente. Pourquoi? Parce que le prix de vente, parfois, il est donné au marché. Donc, lorsqu'il s'agit d'un marché qui est concurrentiel. La quantité vendue, donc, elle dépend de la demande des consommateurs. Ça veut dire que ces deux éléments, ils sont externes au niveau de l'entreprise ou bien ce sont des variables qui sont exogènes. Par contre, au niveau des charges, ils sont déterminés au niveau de l'entreprise. C'est pour ça que les principaux outils de contrôle de gestion, leur objectif, c'est maîtriser les coûts et non pas maîtriser le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que c'est l'objectif du chapitre 3. On va parler des coûts préétablis et l'analyse des écarts, on va la voir par la suite. Donc, ce chapitre, il sera scindé sur 2 sections. La première, les coûts préétablis, définition et mode de calcul, ça veut dire que tout ce qui est relatif donc au coût et au coût préétabli. La section 2, donc le calcul et l'analyse des écarts. Commençons par la première section, donc concernant les coûts préétablis, définition et mode de calcul. Donc je vais retourner vers les notions de charges et les notions de coûts ainsi que les typologies de ces charges et de ces coûts. Donc premièrement, quelle est la différence entre un prix, une charge et un coût? Donc, généralement, le prix, c'est le résultat d'une transaction avec une personne qui est extérieure dans l'entreprise. On parle de prix de vente ou bien prix d'achat. Une charge, c'est une consommation de ressources par l'entreprise. L'exemple, l'achat de marchandises. Et le coût, c'est une accumulation des charges sur un produit ou bien sur un service. Donc, grosso modo, la différence entre le prix et le coût, le prix, on dit que c'est une variable qui est exogène. Par contre, le coût, c'est une variable qui est endogène. J'explique davantage. Le prix, c'est une variable exogène parce qu'il est déterminé au marché. Donc, on parle de prix de vente et prix de marché. Bon, prix d'achat, ça veut dire que l'entreprise, ici, elle ne le détermine pas. Ça veut dire qu'il est déterminé ailleurs. Par contre, le coût, c'est une variable endogène. Donc, variable endogène, ça veut dire qu'il est déterminé au sein de l'entreprise. Et là, donc, qui explique la question que le coût d'achat égale le prix d'achat plus les frais, mais le prix de vente, c'est le coût de revient plus la marge. Donc, toujours le prix, c'est une variable qui est exogène et le coût, c'est une variable endogène. Et l'objectif donc de l'entreprise au niveau de sa gestion, c'est maîtriser les coûts et non pas les prix. Deuxième, donc je vais voir des typologies ou bien des classifications des charges et des coûts. Donc première typologie, la question de charges directes et charges indirectes. La charge directe, c'est une charge qui peut être affectée sans ambiguïté au coût d'un produit. Par la matière première, la main-d'œuvre directe. Une charge indirecte, elle nécessite un calcul préalable pour être affectée au produit, loyer d'un atelier dans lequel plusieurs produits sont fabriqués. Donc, la question clé pour différencier charge directe et charge indirecte, c'est le nombre d'articles ou bien le nombre de produits qui sont fabriqués par l'entreprise. Si l'entreprise fabrique un seul produit, toutes les charges, elles sont directes. Par contre, s'il fabrique plusieurs produits, là, il y en a un problème au niveau de l'affectation. Certaines charges, elles peuvent être affectées directement au produit. On parle des charges qui sont directes. Par contre, il y en a des charges qu'il ne peut pas être affectées directement au produit. Donc, il demande des calculs préalables. Donc, ce que vous avez vu au niveau de la comptabilité analytique concernant le tableau de répartition. Ça veut dire que on demande de chercher une unité d'œuvre et par la suite de répartir ces charges au produit. Donc, l'exemple, le loyer d'un atelier de production où on fabrique plusieurs produits. Donc, puisque ce loyer, il est destiné à la fabrication de plusieurs produits, donc on parle d'une charge qui est indirecte. Deuxième classification, la question de fixe et variable. Les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes restent constantes quel que soit le volume d'activité de l'entreprise. Loyer, l'amortissement, les services administratifs. Par contre, les charges variables, elles sont en fonction de l'activité d'entreprise, ça veut dire qu'elles dépendent de volume de production. Donc, l'élément clé pour différencier les charges fixes et les charges variables, c'est le volume de production ou bien la production. Donc, si la charge varie avec le volume de production, on parle d'une charge qui est variable. S'il ne varie pas, ça veut dire qu'elle reste constante, on parle d'une charge qui est fixe. Donc, c'est pour ça que
Pas nécessairement qu'une charge variable soit directe, ou bien qu'il soit fixe, qu'il soit indirect. Donc on peut avoir une charge directe, mais elle est variable. Charge directe, mais elle est fixe. Vous avez ici des exemples concernant la matière première et certains frais de personnel. Donc ce sont des charges qui sont directes et sont variables. Donc si je prends les frais de personnel comme les commissions aux vendeurs. Donc ce sont des charges qui sont directes parce que tu peux l'affecter directement au produit, et ils sont variables parce qu'ils ont varié avec le chiffre d'affaires et le volume de vente. Donc des charges directes ils sont fixes. Si je prends une machine qui fabrique un seul produit, son amortissement elle est fixe, mais elle est directe à ce produit. La même chose pour les charges indirectes, donc soit elles sont variables, si je prends les matières consommables comme l'électricité, donc là elle varie avec le volume de production, mais s'il y en a plusieurs produits, je ne peux pas l'affecter directement au produit, donc c'est une charge indirecte et variable. Et bien sûr, pour les frais administratifs, ce sont des charges indirectes et elles sont fixes. Troisième typologie des charges ou bien des coûts, c'est selon le stade d'élaboration du produit. Ça veut dire quelle est l'étape qu'on va arriver pour produire ou bien pour fabriquer un produit. C'est pour ça que vous aurez généralement 3 éléments au niveau des coûts, au niveau du stade d'élaboration du produit. On parle de coût d'achat, coût de production, coût de revient. Donc, coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais accessoires. Le coût de production, c'est le coût d'achat qu'il est déjà obtenu plus le coût de fabrication, la main-d'œuvre, les machines et autres. Bien sûr, les charges directes et les charges indirectes de production. Le coût de revient, c'est le coût de production déterminé au stade de la production, plus les coûts hors production. On parle de distribution, publicité, services administratifs. Donc, on obtient le coût de revient. Donc, vous avez ici une remarque, c'est la question de quand on parle de résultat et quand on parle d'une marge. Donc, seule la différence entre le prix de vente et le coût de revient porte le nom de résultat. Bien la marge globale, disons la marge unitaire. Dans tous les autres cas, on parle de marge. Ça veut dire que si je vais prendre le prix de vente et je vais retrancher le coût d'achat, donc là, je peux pas parler d'un résultat, mais je parle d'une marge sur coût d'achat. Une autre typologie, c'est selon la nature des charges qui sont prises en compte. Donc, il y en a des coûts ou bien des charges où on prend compte toutes les charges, on parle des coûts complets. Et lorsqu'on prend juste une partie donc là, des charges, on parle du coût partiel. Et ce qui a donné donc là, les méthodes de contrôle de gestion au niveau de la méthode des coûts complets et la méthode des coûts partiels. Donc la méthode des coûts complets, donc l'a déjà vu au niveau de la comptabilité analytique lorsqu'on cherche à déterminer les coûts de revient et les résultats unitaires pour chaque produit. Et les coûts partiels, donc bien sûr la méthode des coûts partiels, elle peut déterminer le seuil de rentabilité, la marge de sécurité ainsi que le point mort. Donc c'est pour ça que au niveau, lorsqu'on va prendre juste une partie des coûts, donc on parle des méthodes des coûts partiels. Et lorsqu'on va prendre en considération toutes les charges, on parle de la méthode des coûts complets. La dernière classification, donc, c'est selon le mode ou le moment de calcul de coût. Ça veut dire que quand on calcule le coût, soit on va le calculer au préalable, à partir des estimations et des hypothèses, on parle des coûts préétablis, ou bien des coûts prévisionnels. Soit à partir des charges réelles, ça veut dire qu'après la production et la vente, donc on parle des coûts qui sont constatés ou bien des coûts qui sont réels. Bien sûr, notre chapitre, il va s'intéresser à ces coûts qui sont calculés à partir d'estimations ou d'hypothèses, ça veut dire coûts préalables, donc disons les coûts préétablis. Que signifie un coût préétabli? Donc le coût préétabli, c'est un coût qui est évalué a priori, ça veut dire qu'au préalable. Soit pour faciliter un traitement analytique, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts, et on va voir ça par la suite. Donc toujours lorsqu'on parle de coût préétabli, c'est un coût qui est déterminé au préalable de la production. Le calcul des coûts préétablis consiste donc à établir pour une activité normale d'entreprise des coûts prévisionnels, considérés comme normaux, en vue de calculer par la suite d'éventuels écarts entre coûts constatés et coûts préétablis. C'est l'objectif donc là des coûts préétablis, c'est par la suite de déterminer les écarts entre ce qui a été préétabli et ce qui était réellement exécuté ou bien réellement constaté. L'intérêt. Quel est l'intérêt de l'établissement ou bien du calcul du coût préétabli? Vous avez les coûts préétablis permettent ainsi l'évaluation rapide d'un coût ou d'une marge, tant que
Un renseignement ou bien une information approximative mais suffisamment approchée et rapide est souvent plus utile qu'un renseignement plus exact mais connu trop tard. Ça veut dire que c'est mieux d'avoir une information, même qu'il est approché, disons, au préalable, mais rapide, il est plus utile d'attendre jusqu'à la fin de stade de la fabrication ou bien de la production pour avoir l'information sur le coût constaté ou bien le coût réel. Donc, en particulier, l'entreprise, il peut évaluer le coût de production par ce qu'on veut comme valeur de production, c'est le coût unitaire préétabli. Ça veut dire que le coût par lequel on prévoit la production d'une quantité ou bien d'un produit fois la quantité produite. Deuxième intérêt, c'est la question de la budgétisation, mise en place du programme d'action chiffré. Ça veut dire qu'on peut se baser sur les coûts préétablis pour faire les budgets. Les budgets de production, les budgets de vente, ainsi que même le budget d'approvisionnement. Ça veut dire que lorsqu'on détermine le coût préétabli, ça veut dire qu'on détermine même les coûts qui sont incorporés au niveau du produit. Troisième intérêt, c'est l'évaluation des projets spécifiques et servent de base pour l'évaluation des devis. Donc, ici, si je veux un produit, est-ce qu'il est rentable pour l'entreprise ou non? Lorsqu'on va déterminer son coût préétabli, ça veut dire que je peux prévoir la marge de l'entreprise. Est-ce que c'est une marge qui est bénéficiaire ou bien une marge qui est déficitaire? Parce que si la marge elle est déficitaire, donc l'entreprise n'a pas besoin de produire. Si la marge elle est bénéficiaire, donc là elle peut entamer la production de ce produit. La même chose, donc là, elle peut être, disons, un élément pour la détermination du prix de vente. Généralement, pour un produit nouveau. Donc, si c'est un produit nouveau ou bien innovant au niveau de marché, il n'y a pas de prix au niveau de vente de marché. Donc, on peut estimer ou bien prévoir les coûts par lesquels ce produit sera fabriqué. Et sur la base de ces coûts, on peut déterminer un prix de vente. Le dernier intérêt pour les coûts préétablis, c'est le contrôle des conditions internes d'exploitation. En effet, considérés comme des normes d'exploitation, les coûts préétablis permettent une comparaison entre ce que devrait se produire dans une fabrication dans un centre et ce qui est réellement produit. Ça veut dire que il s'intéresse aux conditions internes d'exploitation pour savoir quelles sont les décisions qui sont prises au niveau de l'entreprise. Donc, s'ils sont normales, donc c'est bon. S'ils sont anormales, il faut faire quelque chose. Donc, là, c'est l'objet de la comparaison entre ce qui devait être produit. Ça veut dire que le coût préétabli et le coût réel, donc, elle donne un écart. Bien, l'analyse de cet écart, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet tout d'abord de connaître les causes de variation de charge. Parce que si on a un écart qui est soit favorable, soit défavorable, donc on doit chercher les causes de cet écart au sein de l'entreprise. Bien sûr, il nous permet aussi de prendre des décisions correctives. Parce que s'il y en a des écarts qui sont anormaux au niveau de l'entreprise, donc il peut, au niveau de l'entreprise, il permet aux gestionnaires ou bien aux décideurs de l'entreprise de prendre des décisions afin de ne pas avoir un grand problème au niveau de l'entreprise à la fin. Ainsi, les coûts préétablis constituent un instrument de gestion. Donc, puisqu'il nous permet de gérer au niveau de l'entreprise par une méthode, ce qu'on appelle la méthode d'exception. C'est quoi cette méthode des exceptions? C'est que la direction ou bien la gestion de l'entreprise n'intervient dans l'exploitation que lorsque l'analyse met en évidence des écarts anormalement significatifs. Ça veut dire que si l'écart, s'il n'existe pas d'écart ou bien il y en a un écart qui est insignificatif, donc les choses sont normales au niveau de l'entreprise. Donc on n'a pas besoin de prendre une décision qui peut être manifestée au niveau de l'entreprise d'une manière négative. Donc on reste ou bien on laisse les choses comme ils sont. Par contre, si on constate un écart qui est anormalement significatif, là, l'entreprise, donc là, ou bien les décideurs au niveau de l'entreprise interviennent. C'est pour ça qu'on l'appelle les méthodes des exceptions. Ça veut dire qu'au cas d'écart qui est anormal, donc les décideurs interviennent. Quelle est la relation entre l'analyse de ces coûts et la prise de décision? Donc les coûts préétablis permettent aussi de prendre des décisions au niveau de l'entreprise. Soit au niveau, je répète, au niveau opérationnel ou bien au niveau tactique, même au niveau stratégique. Donc, tel que il permet d'optimiser les ressources au sein de l'entreprise, il permet
soit de décider, soit de fabriquer ou de sous-traiter, parce que au niveau d'un produit, si on a constaté un coût préétabli de 200 dirhams par unité, donc l'entreprise, elle va voir est-ce qu'il peut la fabriquer ou bien il peut le sous-traiter. Parce que s'il voit que la marge donc bénéficiaire d'entreprise n'est pas satisfaisante pour elle, donc il peut sous-traiter ce produit, ça veut dire que confier la production de ce produit à une autre entreprise pour la faire. Donc je répète, au niveau d'exemple, si l'entreprise voit que le coût préétabli par elle, donc au niveau de la production d'un produit coûte 200 dirhams par produit, alors le sous-traitant ou bien un fournisseur, il peut nous attribuer le même produit à 190 ou bien à 180. Donc ici l'entreprise, il doit sous-traiter ce produit. Abandonner un produit ou une activité. Donc, la même chose, au niveau d'un produit, s'il nous coûte de 200 dirhams et le prix de vente c'est 150 dirhams, là l'entreprise, donc, il n'a pas intérêt à produire ce produit, il peut abandonner le produit ou bien l'activité. Et bien sûr, s'il voit qu'il y en a une marge qui est, bien sûr, prévisionnelle par rapport au coût préétabli, une marge qui est bénéficiaire, elle est importante, donc il peut fabriquer le produit. Quatrième élément, c'est fixer le prix de vente d'un produit nouveau ou d'une activité nouvelle. Donc, c'est ce qu'on a vu donc pas tout à l'heure. Ça veut dire que au niveau d'un produit qui est nouveau, l'entreprise, elle peut fixer un prix de vente. Comment? C'est par la détermination du coût préétabli. Bien sûr, on ajoute la marge qui est la marge qui est décidée par l'entreprise afin qu'il va avoir un bénéfice. Donc, il peut déterminer sur la base de ces informations, il peut déterminer le prix de vente. La variété des coûts préétablis, ça veut dire que ce sont les types de coûts préétablis qu'on peut avoir. Elles peuvent être obtenues de différentes manières, selon les cas. Elles prennent plusieurs appellations. Soit vous avez des coûts standards, si les coûts préétablis sont obtenus à partir d'une analyse à la fois technique et économique. Le coût standard présente généralement le caractère d'une norme. Ça veut dire que l'entreprise, par son bureau d'études d'ordonnancement, elle peut déterminer disons les caractéristiques techniques et économiques de ce produit. Sur la base de ces caractéristiques, donc, il peut déterminer des normes au niveau des coûts, et c'est ce qu'on appelle les coûts standards ou bien les coûts normaux. Il y en a le coût budgété. Si les éléments de coût sont tirés d'un budget établi à l'avance pour une certaine période. Donc, le coût budgété, ça veut dire qu'à partir des budgets qui sont établis, donc, on peut déterminer ce qu'on appelle le coût budgété. Ça veut dire qu'au niveau d'une production, l'entreprise, il a un budget de 100 000 dirhams et il doit produire 1000 produits. Ça veut dire que le coût budgété ici, ça sera 100 dirhams. Et il y en a le coût moyen prévisionnel. Si les éléments de coût préétablis sont dégagés des périodes comptables antérieures, ça veut dire qu'on va prendre les périodes précédentes et on va chercher, bien sûr, s'il n'est pas fixe, donc on peut prendre une moyenne des coûts et on va utiliser cette information. Ça veut dire que la moyenne des coût unitaire comme un coût moyen prévisionnel, comme un coût préétabli. Pour le moment, cette séquence arrive à sa fin. Inch'Allah, dans la séquence prochaine, on va aborder le mode de calcul des coûts préétablis. À bientôt.